Parmi ces personnes étrangères, on peut souligner, pas seulement, mais que sont particulièrement visées les familles et les candidats à l'asile, les déboutés du droit d'asile, mais pas seulement, parce qu'on a déjà une partie des personnes demandeuses d'asile qui peuvent être sous le régime d'une convocation Dublin parce qu'elles peuvent éventuellement être renvoyées vers un autre pays européen, qui peuvent être sous le coup déjà d'une assignation à résidence, donc tenu de rester à un domicile, de pointer à la police, etc. Ça a été introduit par la loi Asile cet été, par une loi qui réforme le droit d'asile. Donc on a déjà cette catégorie de personnes qui est mise sous contrôle alors qu'elle ne l'était pas auparavant. Et puis on a, je prendrai un peu comme point de départ, une circulaire du 22 juillet 2015, qui n'est pas le début de cette politique, mais qui a quand même qui l'a fortement accéléré. Une circulaire qui finalement va instaurer des centres d'aide au retour, c'est comme ça que c'est qualifié, et un dispositif qui vise à augmenter les contrôles et la pression sur les personnes identifiées comme devant quitter le territoire. Alors la méthode, en fait, c'est le préfet qui pilote. Le préfet et l'Office français d'immigration et de l'intégration ont pour mission d'identifier les personnes en situation irrégulière dans le département et qui sont potentiellement expulsables, de les convoquer en préfecture pour un entretien avec l'OFI qui leur propose une aide au retour et un départ volontaire. Puis ensuite viennent différents stades, l'assignation en résidence de ces personnes dans un lieu d'hébergement, avec un opérateur qui dès le départ fait partie de ce que le préfet met en place et pilote, un opérateur qui propose un hébergement et qui est prêt à mettre en place cet hébergement sous contrôle. Donc tout au long des démarches, finalement, le but de l'administration, ça va être de mettre la pression pour obtenir des éléments qui vont favoriser la délivrance d'un laissez-passer, qui vont permettre à la préfecture d'identifier les personnes et, in fine, de pouvoir exécuter leur éloignement. Alors pour l'instant, dans ce contexte-là, on verra qu'il y a certaines limites qui peuvent être allègrement franchies, mais par exemple le fait de pouvoir interpeller ou pas à domicile, que le projet de loi va venir bouger. Alors, on y reviendra tout à l'heure. Ce qu'on peut noter, alors je vais un petit peu vite sur le dispositif, mais ce qu'on peut noter, c'est que ces méthodes, finalement, elles sont appliquées à des lieux d'assignation qui sont très divers. Qui peuvent aussi bien être des hôtels, des campings, un hôpital désaffecté, des foyers tenus par des opérateurs qui sont tout à fait complaisants avec ce type de méthode. Et que c'est un dispositif qui, par ailleurs, marche non pas en substitution complète des centres de rétention où sont enfermées les personnes qui sont visées par une mesure d'éloignement, mais en complément, puisqu'on voit bien que les personnes peuvent être à un moment assignées à résidence, puis placées en rétention, par exemple. Cette même circulaire du 22 juillet 2015, d'ailleurs, elle demande au préfet d'utiliser davantage la rétention, de remplir les centres de rétention dont le taux d'occupation serait insuffisant. Et on a vu récemment que finalement, la rétention elle-même devient un lieu de contrôle relativement qui sort, disons, de sa vocation première et qui va presque se rapprocher de ces lieux d'hébergement sur lesquels le ministère de l'Intérieur, via les préfectures, est en train de mettre la main pour contrôler les personnes étrangères, puisque la rétention a été utilisée, vous en avez peut-être entendu récemment, par exemple, pour vider le bidonville de Calais, ou tenter de vider le bidonville de Calais, puisqu'on a, depuis le 21 octobre, plus de 1100 personnes qui ont été amenées de force dans des centres de rétention sous le prétexte d'une expulsion qui n'est qu'un prétexte, puisqu'elle n'est jamais exécutée, hein, quasiment, ou pour quelques pays européens rarement. Mais le but est bien de vider une part du bidonville de Calais. Donc on a finalement la rétention qui fonctionne en complément de ces lieux d'hébergement où les personnes sont sous contrôle, assignées à résidence, on y reviendra dans ce que ça signifie, et une rétention détournée de son objet qui devient un instrument de contrôle supplémentaire et dont la finalité n'est pas seulement d'expulser, mais aussi éventuellement de désengorger un bidonville ou d'évacuer un campement. Voilà. On a dans l'ensemble de ces phénomènes de contrôle quelque chose qui est quand même relativement nouveau. Je dirais que c'est la question de la mainmise du ministère de l'Intérieur sur le domaine de l'hébergement des personnes étrangères éventuellement expulsables un jour. Alors c'est pas complètement nouveau, hein.
On avait déjà des formes de pression existantes pour, par exemple, les demandeurs d'asile dans des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, des CADA, ou les opérateurs ou les associations qui tiennent ces lieux, avec une certaine pression de mise pour que les personnes sortent de cet hébergement, voire pour des interpellations de demandeurs d'asile déboutés. Et là, on a réellement une multiplication comme ça d'exemples et de dispositifs où le ministère de l'Intérieur, via les préfectures, organise le contrôle des personnes étrangères dans le domaine de l'hébergement et de l'hébergement d'urgence. D'ailleurs, cette circulaire du 22 juillet 2015 traduit tout à fait cette mainmise-là, puisqu'elle est co-signée par le ministère de l'Intérieur et le ministère du Logement. On a vraiment une double tutelle, et dans cette double tutelle, on sent bien que c'est l'Intérieur qui organise, qui décide beaucoup des choses. Dans ce même dispositif, on peut citer également les fameux centres de répit, où sont amenés également des exilés de Calais, qui ont été institués aussi par cette circulaire du 22 juillet 2015 et précisés dans une lettre interministérielle du 9 novembre 2015. Centre de répit où certes une partie des personnes de Calais en grande précarité, en difficulté, trouvent à se reposer peut-être quelque part, mais où aussi on se rend compte que les personnes sont identifiées, fichées et certaines expulsées, alors en nombre relativement marginal, mais tout de même, vers notamment des pays européens, dans le cadre de réadmission, par exemple, vers l'Italie, depuis ces centres de répit qui se sont développés de manière assez considérable également sur ce plan pour, entre guillemets, évacuer Calais. En somme, on est un peu sur une logique de contrôle et de privation de liberté à divers degrés qui est en train de s'organiser de façon très transversale. Partout où les personnes étrangères sont hébergées, quasiment, parce qu'on trouve aussi des pressions qui se sont accrues pour les demandeurs d'asile qui sont hébergés dans les CADA. On a un peu dans ce phénomène-là, on a une atteinte qui nous paraît très forte au caractère un peu inconditionnel de l'hébergement d'urgence, et donc des personnes étrangères qui vont avoir un statut à part dans le domaine de l'hébergement d'urgence, puisqu'ils vont pouvoir être soumis à des dispositifs particuliers, spécifiques, dont une partie des crédits sont tracés par le ministère de l'Intérieur, et avec l'intervention de la police, des préfectures, pour cette finalité d'expulsion. Ce qu'on peut peut-être aussi souligner dans ce plan général, et la manière dont il a été amené, c'est que c'est un plan qui procède essentiellement par circulaire, et non pas par la loi. On peut, pour le souvenir, se rappeler qu'à un moment, le gouvernement a envisagé, a consulté des organisations et a complètement envisagé de mettre en place des centres semi-fermés, donc des centres d'hébergement où les personnes étrangères ayant, entre guillemets, vocation à être expulsées seraient contrôlées par les pouvoirs publics et où éventuellement une partie de leurs affaires seraient consignées pour les empêcher de disparaître dans la nature. Le gouvernement a fait machine arrière après avoir un peu tâté le terrain, pensant que ce ne serait pas forcément bien admis. Et finalement, on voit revenir par la fenêtre et par voie réglementaire, par voie de circulaire, pardon, ce contrôle assez insidieux et sous diverses formes qui s'inscrit dans différents dispositifs d'hébergement d'urgence des personnes étrangères. Voilà rapidement en guise d'introduction, on pourra y revenir parce que cette forme de mainmise du ministère de l'Intérieur sur les questions de l'hébergement dans le projet de loi, on le retrouve sur d'autres aspects, sur les questions des personnes malades étrangères par exemple, tout comme on va retrouver dans ce projet de loi des dimensions très fortes de l'ordre de l'accroissement des sanctions, des modalités de contrôle et des reculs des droits des personnes étrangères visées par ce projet de loi. C'est ce que vont développer dans la foulée, donc d'abord pour commencer Patrick Henriot, à qui je passe la parole sur le thème de l'assignation à résidence, donc qui est vraiment une modalité qui vient s'inscrire complètement dans la question de cet hébergement policier sous contrôle qui émerge déjà, qui est déjà à l'œuvre sur le terrain. Bonsoir à toutes et à tous. Sans transition, donc plutôt grâce à la transition que vient de proposer David,
On parle tout de suite effectivement de l'assignation à résidence, qui est un peu une des dispositions phares. Il y en a beaucoup dans le projet de loi, mais on a choisi de se concentrer évidemment sur ce qui concerne l'enfermement. Et donc, c'est une disposition phare parce que c'est une disposition du projet de loi qui peut le plus se présenter, qui est d'ailleurs présentée par le gouvernement comme une disposition extrêmement vertueuse, puisque l'objectif affiché par le gouvernement, c'est au fond de mettre notre législation en conformité avec la directive Retour, et au fond de privilégier cette forme soft de l'enfermement qui est l'assignation à résidence par rapport à la rétention. Pourquoi se mettre en conformité avec la directive? Parce que vous vous souvenez sans doute que cette directive précise que les mesures de contrainte que l'administration peut mettre en œuvre pour parvenir à l'éloignement d'une personne étrangère doivent être utilisées de manière graduée. C'est-à-dire que l'esprit de la directive, c'est qu'on ne peut utiliser les mesures les plus contraignantes qu'à défaut de pouvoir utiliser des mesures moins contraignantes. Et donc, évidemment, ça crée une espèce de hiérarchie, si on peut dire, entre les différentes mesures de contrainte que l'administration peut mobiliser pour s'assurer de la personne d'un étranger. Et donc ça signifie qu'a priori, évidemment, la rétention n'est censée être que la mesure de dernier recours, et que l'assignation à résidence, par conséquent, doit être privilégiée chaque fois que c'est possible. Voilà l'esprit de la directive. Et le gouvernement, donc dans cette démarche qu'il veut présenter comme vertueuse, annonce qu'il reconnaît volontiers que notre législation n'est pas parfaitement conforme à la directive, parce qu'effectivement notre législation fait de la rétention la mesure quasi exclusive de contrainte, et puis aussi parce que le gouvernement admet que même si l'assignation à résidence est possible, avant même que la loi ne soit votée, elle n'est que très modérément utilisée, pour dire presque pas du tout. Voilà, donc on nous dit, on va se mettre en conformité avec la directive et on va privilégier dorénavant l'assignation à résidence. Et les dispositions du projet de loi sont censées remplir cet objectif. Alors, ce qui est très, très intéressant, c'est que cette présentation vertueuse, lorsqu'on examine les textes d'un peu près, on s'aperçoit que c'est un faux semblant et qu'en réalité, le gouvernement n'a pas vraiment l'intention de faire diminuer le nombre de rétentions au profit de l'augmentation des assignations à résidence, qui serait normalement le résultat logique de ce qui est annoncé, puisque si on veut privilégier l'assignation à résidence, une mesure moins contraignante, eh bien on doit faire mécaniquement diminuer le nombre de rétentions et augmenter le nombre d'assignations à résidence. Ce serait, si on comprend bien, un système de vase communicant. En réalité, on s'aperçoit quand on examine les dispositions du projet de loi, et c'est ce que je vais vous proposer de faire assez rapidement, que c'est un faux semblant, et qu'en réalité, ces dispositions ont pour objectif essentiel de donner des moyens supplémentaires aux préfets pour améliorer la productivité des procédures d'éloignement, c'est-à-dire pour faire en sorte que le plus possible d'étrangers interpellés soient effectivement éloignés à l'issue de ces procédures de poursuite. Donc, premier objectif, offrir aux préfectures le maximum de souplesse dans l'utilisation des différentes mesures de contrainte qui sont à leur disposition, en facilitant le choix de l'une ou de l'autre, et en facilitant le passage de l'une à l'autre aussi, on va le voir. Et puis, deuxième objectif, lorsqu'on examine en détail les dispositions du projet de loi, on s'aperçoit qu'évidemment, le gouvernement, il veut faire en sorte que l'assignation à résidence soit aussi productive, si je peux dire, que la rétention, en termes d'efficacité, donc en termes de capacité d'éloignement. Et donc, il va assortir ce nouveau régime de l'assignation à résidence d'un certain nombre de dispositions qui vont en renforcer le caractère contraignant. De telle manière que lorsque le gouvernement, le préfet plutôt, utilisera l'assignation à résidence, il sera en mesure de s'assurer qu'il sera bien dans la possibilité d'assurer l'éloignement effectif de la personne étrangère grâce à ces nouvelles mesures de coercition qui vont, si je peux dire, accompagner ce nouveau régime de l'assignation à résidence. Voilà donc en quelques mots l'introduction. Donc, je ne veux pas vous noyer sous les textes trop techniques, mais quand même, je viens d'affirmer un certain nombre de choses. Il faut quand même que je vous explique en quelques mots d'où je tire ces conclusions qui pourraient paraître hâtives. Alors d'abord sur l'histoire de faux semblants sur la priorité qui serait accordée à l'assignation à résidence par rapport à la rétention. Au fond, c'est assez simple. Vous avez dans le projet de loi un article 22 qui modifie l'article 561.2 du CESEDA
et qui définit les conditions, les cas dans lesquels l'assignation à résidence doit être privilégiée, doit être utilisée. Et quand on lit cet article, je ne veux pas vous en infliger la lecture, mais on est a priori très satisfait parce qu'on s'aperçoit que c'est la reprise in extenso de tous les cas dans lesquels, jusqu'à maintenant, c'était la rétention qui était prévue. Donc on se dit, formidable, très bien, le gouvernement a compris la leçon de la directive, et tous les cas où on appliquait la rétention jusqu'à maintenant vont être les cas dans lesquels on va appliquer l'assignation à résidence. Ça va marcher, il n'y aura plus que des rétentions tout à fait exceptionnelles, et la majorité des mesures de contrainte seront des assignations à résidence. Le problème, c'est qu'il faut aussi lire l'article 19 du projet de loi, qui réécrit, lui, l'article L551-1 du CESEDA, et qui définit les cas dans lesquels la rétention restera possible. Car le gouvernement, évidemment, n'abandonne pas complètement l'idée d'utiliser la rétention, mais il affiche simplement la volonté de l'utiliser dans moins de cas. Sauf que lorsqu'on lit cet article 19, ça devient très intéressant parce que je résume la disposition, mais au fond, on nous dit que le préfet peut opter pour la rétention, par préférence à l'assignation à résidence, lorsqu'il considère qu'il y a un risque que la personne concernée se soustrait à l'obligation de quitter le territoire, c'est-à-dire qu'en gros, lorsqu'il y a un risque de fuite. Et le problème, c'est que la loi précise très exactement les cas dans lesquels le préfet est autorisé à considérer que le risque de fuite est constitué. Et quand on lit cette liste de cas dans lesquels le risque de fuite doit être considéré comme caractérisé, bon, c'est pratiquement tous les cas dans lesquels un étranger se trouve en situation irrégulière. Je ne vais pas vous les lire tous, mais les petits A et petits B suffiront. Si l'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, ou s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de 3 mois, etc. Pratiquement toutes les hypothèses de séjour irrégulier sont visées. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que le préfet pourra continuer d'utiliser la rétention pratiquement dans tous les cas. Et donc, au final, on s'aperçoit que ces dispositions qui étaient censées assurer un transvasement, si je peux dire, de la rétention au profit de l'assignation à résidence, en réalité, permet au préfet d'appliquer l'une ou l'autre des deux mesures dans pratiquement tous les cas. C'est-à-dire qu'on leur donne le choix d'appliquer indifféremment l'une ou l'autre de ces mesures, suivant, non pas leur bon vouloir, mais suivant ce qu'ils considéreront être comme la mesure la plus efficace, ou suivant les dispositions qu'ils croiront devoir prendre en termes de places de rétention pour gérer, effectivement, ce qui est un peu ce qu'expliquait David, une gestion globale de l'hébergement d'urgence, entre guillemets, en tout cas, de toutes les situations dans lesquelles les étrangers doivent être placés dans une situation où on sait où ils sont et on a, si je peux dire, la main sur eux. Voilà, donc une disposition qui s'affiche comme vertueuse, mais qui s'avère en réalité être une disposition un peu plus cynique que ce qu'on a bien voulu nous faire croire, et qui consiste simplement à donner un signal au préfet pour leur dire vous pouvez dorénavant utiliser l'une ou l'autre de ces deux mesures comme bon vous semble, et pratiquement dans toutes les situations. Deuxième observation, dans cette fameuse souplesse qu'on offre au préfet, il y a un élément supplémentaire aussi, qui est la possibilité qui leur est donnée de passer d'une mesure à l'autre, c'est-à-dire éventuellement de passer d'abord de la rétention à l'assignation à résidence, c'est-à-dire lorsque une personne, pour une raison ou pour une autre, n'est plus maintenue en rétention, mais n'est pas encore éloignée, le projet de loi dit expressément que dans toutes les situations, quelle que soit la cause pour laquelle il est mis fin à la rétention, l'assignation à résidence pourra être appliquée, si je peux dire, dans la foulée, dans la continuité. Et ce faisant, le projet de loi valide une pratique qui jusqu'à maintenant était un peu fragile, et l'exposé des motifs est très clair, il dit l'article 20 laisse ainsi toute ambiguïté sur la possibilité, lève ainsi toute ambiguïté sur la possibilité d'enchaînement de la rétention et de la mesure d'assignation à résidence alternative non privative de la liberté. Donc on voit bien que là, il s'agit bien de faire en sorte que le préfet, si jamais pour une raison ou pour une autre, même si c'est par exemple le JLD qui met fin à la rétention, le préfet peut immédiatement s'assurer de la personne à l'étranger en la plaçant en assignation à résidence. D'ailleurs, l'étude d'impact est encore plus claire puisqu'elle précise qu'il s'agit de, j'ouvre les guillemets, garantir un enchaînement cohérent des mesures de surveillance et la complémentarité de ces deux mesures est ainsi renforcée. Donc on voit bien que c'est toujours l'efficacité de l'éloignement qui est visée et non pas
l'assouplissement, si je peux dire, ou l'humanisation des conditions de rétention des étrangers. Et vous avez évidemment une disposition symétrique à l'article 22 qui permet cette fois-ci de passer de l'assignation à résidence à la rétention. Lorsqu'il apparaît qu'un étranger assigné à résidence en application du présent article ne présente plus de garantie de représentation effective propre à prévenir le risque mentionné au 13e mois, etc., c'est-à-dire le risque de fuite, tel que je l'ai déjà évoqué, notamment parce qu'il n'a pas respecté les prescriptions liées à l'assignation à résidence, les dispositions de l'article 551.1 sont applicables, c'est-à-dire qu'on peut passer à la case rétention. Donc il y a une continuité absolue entre les deux types de mesures de contraintes qui peuvent être exercées, et on peut indéfiniment faire passer un étranger de la case rétention à la case assignation à résidence, et vice-versa. Dernière série d'observations, c'est ce que je vous disais sur le renforcement des mesures de contrainte qui sont, si je veux dire, corrélées à ce nouveau régime de l'assignation à résidence, parce que quand on lit l'étude d'impact, on voit bien quel est l'objectif du gouvernement, ou son souci plutôt. On nous explique très clairement et très clairement que jusqu'à maintenant l'assignation à résidence était très peu utilisée, parce qu'il y avait un gros problème avec l'assignation à résidence, c'est que si les personnes quittaient le lieu d'assignation à résidence, eh bien elles s'évanouissaient dans la nature et on ne pouvait plus les éloigner. Et donc c'était quand même très embêtant, donc il fallait faire en sorte que l'assignation à résidence donne à l'administration les mêmes garanties que la rétention, c'est-à-dire qu'elle soit absolument sûre de pouvoir éloigner la personne à l'issue de la période d'assignation à résidence. Et pour ça, il fallait deux choses qui sont prévues dans le projet de loi. D'abord, il fallait faire en sorte que la personne assignée à résidence soit tenue d'aller chercher au consulat le document de voyage sous couvert duquel elle sera éloignée. Et on ajoute donc à l'article 561.1 du CESEDA une disposition qui prévoit que l'étranger astreint à résidence doit également se présenter lorsque l'autorité administrative le lui demande aux autorités consulaires en vue de la délivrance d'un document de voyage. Donc là, voilà une disposition qui crée l'obligation pour l'étranger assigné à résidence d'aller au consulat retirer son document de voyage. Et évidemment, ça ne suffisait pas. Et on ajoute une deuxième disposition qui prévoit que si l'étranger assigné à résidence en application de 561.2 n'a pas déféré sans motif légitime à une demande de présentation aux autorités consulaires du pays dont il est raisonnable de penser qu'il a la nationalité, en vue de la délivrance d'un document de voyage, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou les unités de gendarmerie en vue de cette démarche dans les conditions et pour le temps strictement nécessaire à celle-ci. Voilà donc l'administration qui va être dotée d'un pouvoir supplémentaire, qui est celui d'envoyer un officier de police ou de gendarmerie au domicile de l'étranger assigné à résidence pour le contraindre, l'accompagner sous la contrainte évidemment, jusqu'au consulat pour y retirer son document de voyage. Et puis, ça ne suffisait pas évidemment, et la dernière mesure est la plus grave, qui est prévue par le projet de loi, c'est celle qui permet à l'autorité administrative d'aller chercher l'étranger au lieu où il est assigné à résidence au moment d'exécuter la mesure d'éloignement. Vous avez une disposition qui est prévue à l'article 22 du projet de loi, toujours, qui modifie l'article L561.2 du CESEDA, et que je vais vous lire parce qu'elle est quand même, il faut l'examiner de près. En cas d'impossibilité d'exécution d'office de la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger assigné à résidence, l'autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'il pénètre au domicile de l'étranger afin de s'assurer de sa présence et de le reconduire à la frontière, ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, lui notifier une décision de placement en rétention. Donc voilà l'administration qui va considérer que le moment est venu de procéder à l'éloignement parce qu'elle a réuni tous les documents qui étaient nécessaires, parce qu'elle a fait en sorte que le document de voyage soit remis par les autorités consulaires, etc., qu'il y a un avion qui est prévu. Donc voilà le moment d'aller exécuter la mesure d'éloignement, et donc l'administration va pouvoir aller faire chercher au domicile où l'étranger est assigné à résidence, le faire chercher par les services de police et de gendarmerie. Et évidemment, ça suppose que les services de police et de gendarmerie pénètrent dans le domicile. C'est donc une mesure attentatoire à la protection du domicile, et c'est pour ça qu'il est prévu qu'un juge des libertés et de la détention autorise
cette entrée dans le domicile de l'étranger assigné à résidence. Mais là où le bas blesse, c'est qu'on nous dit que le juge s'assure du caractère exécutoire de la décision d'éloignement. Ça, c'est pas encore trop difficile. On peut effectivement vérifier que la mesure d'éloignement est bien applicable, est bien exécutoire. Mais il doit s'assurer aussi de l'obstruction volontaire de l'étranger à l'exécution de la mesure d'éloignement, dûment constatée par l'autorité administrative, résultant notamment de ce que l'étranger n'a pas répondu à sa demande de présentation pour la nécessité de l'exécution de la mesure d'éloignement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, l'administration va venir, en réalité, un agent de la préfecture, va se présenter devant le JLD, le juge des libertés et de la détention, va lui présenter une requête en lui disant « Monsieur le juge, je vous affirme que Monsieur X, assigné à résidence, fait obstruction à la mesure d'éloignement et je vous demande donc de m'autoriser à aller l'appréhender à son domicile. » Le juge n'aura strictement aucun moyen de vérifier la réalité de cette obstruction car c'est une procédure non contradictoire. Ça passera en l'absence de l'étranger. C'est sur les simples affirmations de l'administration que le juge des libertés et de la détention va rendre son ordonnance. De là à penser que ces ordonnances seront rendues à l'aveugle et quasi mécaniquement, il n'y a qu'un pas que je n'hésite pas à franchir. Voilà donc une mesure de contrainte tout à fait exceptionnelle qui permet d'aller chercher quelqu'un chez lui avec les forces de police ou de gendarmerie pour l'emmener jusqu'à la passerelle de l'avion dans des conditions qui sont soi-disant vérifiées par un juge des libertés de la détention, chargé constitutionnellement de veiller au respect des libertés individuelles, mais un juge qui sera totalement démuni des moyens de vérifier la réalité des conditions de mise en œuvre du texte. Et il y a une petite cerise sur ce mauvais gâteau, c'est qu'on nous dit évidemment que ces ordonnances du juge des libertés et de la détention sont susceptibles d'appel, sont susceptibles d'appel, mais il est précisé que l'appel n'est pas suspensif. Donc l'étranger qui aura été reconduit dans ces conditions, qui par exemple pourra contester avoir fait obstruction à la mesure d'éloignement, il est parfaitement en mesure de contester avoir fait obstruction, eh bien il aura beau faire appel de l'ordonnance du JLD autorisant son appréhension à domicile. D'abord, il sera déjà dans l'avion au moment où il réalisera qu'il peut éventuellement faire appel, mais surtout à supposer même qu'il puisse faire enregistrer son appel avant même d'être embarqué. Son appel sera jugé évidemment bien après et ça sera un coup de pied dans l'eau. Voilà les quelques mots qui vous donnent un premier aperçu de cette mesure d'assignation à résidence telle qu'elle est prévue dans le projet de loi, qui se présente encore une fois comme une amélioration dans le sens d'une plus grande humanité, mais qui en réalité est un faux semblant et qui permet simplement d'assurer une plus grande efficacité des mesures d'éloignement. Voilà. Merci Patrick pour cette présentation. Peut-être pour faire le lien avec ce que j'ai dit en introduction avant que Bruno prenne la parole, on comprend bien toute la volonté de rendre opérationnel un dispositif dans la finalité de l'expulsion, puisqu'effectivement cette assignation à résidence-là s'inscrit dans une action du gouvernement qui vise à créer de nouveaux lieux contrôlés, financés par le ministère de l'Intérieur, contrôlés par les préfets, où les personnes seront davantage contrôlées, à l'écart des lieux habituels, et en fait, où ces personnes assignées à résidence, elles vont être plus facilement expulsables. Alors nous, ce qu'on constate parmi les très très nombreuses violations des droits que je ne vais pas développer là, c'est quelques phénomènes très forts autour de ça. Le premier, c'est une forme de chantage à l'hébergement. Pour le dire vite, c'est soit les personnes respectent les conditions de l'assignation à résidence, se plient éventuellement à une expulsion, soit on les met à la rue. Les pouvoirs publics les mettent à la rue, c'est ce qu'on commence à constater. Donc il y a quand même un outil assez fort pour que ces personnes-là ne disparaissent pas dans la nature, en plus des outils que le projet de loi donnera. La question aussi, et je m'en tiendrai simplement là, la question de l'invisibilisation de ces personnes, c'est-à-dire qu'elles sont très souvent hébergées dans des lieux qui ne sont pas dans les circuits habituels, où les personnes peuvent être accompagnées, aidées dans la défense de leurs droits, et donc pour exercer des recours qui doivent s'exercer de manière très rapide, les délais étant très courts. Donc voilà, en particulier pour les mesures d'éloignement, puisqu'on voit que les personnes assignées à résidence se voient notifier souvent en même temps une assignation et une mesure d'éloignement. Ça permet de faire un peu la transition peut-être avec la présentation que Bruno Vinet va nous faire sur la question des obligations de quitter le territoire, de l'accès au juge et du droit au recours, en tout cas les points principaux qu'on peut retenir, les points d'attention sur ce projet de loi.
Merci beaucoup, David. Alors, je vais faire une courte présentation qui porte sur les modifications de ce projet de loi, sur les voies de recours contre les décisions de retour, donc les décisions d'obligation de quitter le territoire, mais pas seulement, puisque vous allez voir, c'est aussi les autres décisions qui peuvent assortir la décision de retour, qui sont bien évidemment le refus de séjour, l'interdiction de retour, le pays de destination et les décisions qui accompagnent l'OQTF. Alors, de manière générale, je voudrais juste rappeler à l'audience que vous êtes qu'on est en train de parler ce soir de la 18e loi en matière de droit des étrangers depuis 1980. Vous le savez, en 35 ans, on a vécu une sorte de turbulence législative absolue. La loi du 29 juillet sur l'asile étant la 17e loi qui a été votée donc, au cours de ces 35 dernières années. Celle-ci alourdit une fois de plus le dispositif du CESEDA et même en ma qualité de praticien quotidien du droit des étrangers, je trouve, et c'est mon point de vue, que la loi qu'on va bientôt voter est une loi totalement inintelligible, qui, même pour un juriste plutôt aiguisé, est difficile à comprendre. Donc tout cela a du sens, à mon avis. Tout cela a du sens, et ce que disait Patrick est intéressant. Il vous disait que derrière, effectivement, la lettre du texte, il y a tout un esprit qui est un esprit d'efficacité, de recherche d'efficacité. Mais cet esprit est finalement assez contraire à ce qu'on nous annonce et à ce qu'on vous propose, de sorte que ça rend là aussi la loi encore plus inintelligible. Et ce qui est frappant dans ce projet de loi, c'est qu'on va renforcer, comme l'a dit Patrick, l'effectivité de l'éloignement en créant des mesures nouvelles telles que l'assignation en résidence, telles que la possibilité d'interpeller les étrangers à leur domicile. Mais on va aussi créer de l'efficacité en rognant sur les droits des étrangers. C'est-à-dire en diminuant l'accès aux juges et la possibilité pour les étrangers tout simplement de contester leur décision d'éloignement. Donc c'est pas seulement en mettant en place des nouveaux outils qui sont des outils, on va dire, innovants, mais c'est aussi en revenant sur des acquis qui sont des acquis particulièrement fondamentaux, qui sont notamment des garanties, qu'on appelle des garanties procédurales, qui accompagnent en général ces mesures nouvelles de contrainte. Dans un état de droit, plus on crée de la contrainte, et plus on devrait contrebalancer celle-ci par des garanties procédurales, par un contrôle accéléré du juge. Et bien là, c'est tout l'inverse qui est en train d'être voté, c'est-à-dire qu'on crée de nouvelles mesures qui sont extrêmement contraignantes et efficaces, et en même temps, parallèlement, on va revenir, je répète parce que c'est important, sur ces acquis qui sont des acquis fondamentaux tels que l'accès au juge, la possibilité d'avoir un recours effectif et la possibilité de voir son affaire jugée dans un temps raisonnable. Alors, c'est les articles 14 et 15 du projet de loi qui modifient tout cela. Alors, on ne sait plus par quel bout les commenter, hein, parce que ce sont des articles clés du projet de loi qui ont été maniés, remaniés, défaits, refaits par l'Assemblée puis par le Sénat. Aujourd'hui, on a un texte qui a été voté au Sénat qui ne ressemble plus du tout au texte qui a été voté à l'Assemblée. Et on voit que d'ailleurs, entre-temps, la rhétorique, une fois de plus, de l'invasion, la rhétorique de l'intrusion massive de l'étranger a fait son effet. Et on a des dispositions totalement ahurissantes qui ont été votées par les sénateurs et qui, finalement, ne font pas tellement réagir les gens. On est là ce soir tous à finalement faire le même constat, mais moi je repense à notre réaction qu'on avait eue en 2011 face à la loi Besson, où on s'était dit là, on est en train d'atteindre le point de non-retour, c'est-à-dire on ne pouvait pas imaginer quelque chose qui soit plus réformateur dans le mauvais sens que la loi Besson par rapport au contentieux et à la procédure contentieuse. Et bien là, je vous le dis, la loi Cazeneuve réalise ce que Besson voulait faire mais n'a pas pu réaliser. Exemple, pour être plus concret. Besson a diminué, vous savez, enfin, c'était 1 mois et il a enlevé 1 jour. Pour le recours au juge, on est passé de 1 mois à 30 jours. Bien. Et bien là, on passe désormais à 15 jours.
le délai de recours contre une OQTF va être de 15 jours. Alors, pas pour toutes les OQTF, je vais y revenir. En réalité, pour simplifier, on va créer 3 catégories d'étrangers. Il va y avoir les étrangers en situation régulière, hein, ceux qui font l'objet du titre 1 de la loi, avec la carte soi-disant pluriannuelle, etc. Et puis la loi contient un titre 2 qui s'appelle, c'est assez nouveau, situation des étrangers les étrangers en situation irrégulière. Et là, on va créer 2 catégories d'étrangers en situation irrégulière, c'est-à-dire les irréguliers de base et les irréguliers que j'appelle de seconde zone, qui vont être ceux qui auront encore moins de droits que les irréguliers. Le législateur est en train de séparer effectivement 2 catégories. La première, ça va être les étrangers qui sont arrivés en France régulièrement et qui ont demandé un titre de séjour. Ceux-là, on va leur laisser un délai de départ volontaire de 30 jours et un délai de 30 jours pour contester l'éventuel OQTF. Et à côté de cela, il va créer, le législateur, une catégorie d'étrangers qui est ceux qui sont entrés irrégulièrement en France. Donc, malgré tout, bon nombre d'entre eux. Ceux qui ont demandé l'asile et ceux qui n'ont pas demandé de titre de séjour et qui se font interpeller et qui se voient notifier une décision d'OQTF. Tout cela, donc les déboutés, les interpellés, ce qu'on appelle les personnes interpellées dans la rue, les personnes qui sont entrées irrégulièrement, vont voir leur délai de départ volontaire potentiellement réduit à 7 jours, ce qui est le minimum prévu par la directive européenne. Donc on est au ras des pâquerettes, si je puis dire, des garanties procédurales qui sont celles de l'Union européenne, qui étaient déjà à l'époque fixées de manière assez basse. On avait nivelé par le bas le niveau, hein. On était déjà, nous, au-delà. Et un délai de recours contentieux de 15 jours, au lieu de 30 jours. Et puis il va y avoir la 3e catégorie, hein, qui existe toujours et qui n'est pas modifiée, qui est la catégorie des gens qui n'ont pas de délai de départ volontaire et qui ont 48 heures pour contester leur OQTF. Donc on crée une sorte de 3e catégorie qui n'existait pas, cette catégorie intermédiaire, les personnes qui sont déboutées de l'asile, qui sont entrées irrégulièrement ou qui n'ont pas demandé de titre de séjour. Et si ça ne suffisait pas de réduire leur délai de départ volontaire à 7 jours et l'accès au juge à 15 jours, le projet de loi prévoit également que leur recours va être examiné de façon plus qu'expéditive. La loi Besson avait imposé un délai de jugement de 3 mois. Toujours dans l'esprit d'efficacité, il fallait que le juge purge l'OQTF pour qu'on puisse la mettre à exécution. Parce que jusqu'à révolution législative, on va dire, en France, le recours contre une OQTF, il est suspensif d'éloignement. Ça, tout le monde le sait. On ne peut pas mettre dans l'avion quelqu'un qui a fait un recours contre une OQTF sans qu'un juge l'ait jugé, si le juge a été saisi, bien entendu. Donc l'idée, c'est que le juge soit le plus diligent possible, et on lui avait imposé un délai de 3 mois pour juger l'OQTF. Désormais, pour la catégorie nouvelle qui est créée par le législateur, on va avoir un délai de 6 semaines. 6 semaines, et sans rapporteur public, avec une audience qui aura lieu pas nécessairement en présence d'un avocat. Et c'est un peu ce que le Sénat voulait faire, mais on verra si l'Assemblée adopte aussi ce projet, avec la capacité pour le juge de juger en plein contentieux. Alors je suis assez technique, j'emploie un terme technique, ça veut dire quoi le plein contentieux? Ça veut dire que le juge, s'il constate que la décision est illégale, il peut sauver l'administration et la réécrire. Il peut se substituer à l'administration. S'il a envie de se substituer à l'administration, il n'est pas obligé d'annuler la décision, il peut totalement la réécrire parce qu'il juge en plein contentieux. Il juge au moment, il apprécie les faits au moment où il juge, et non pas au moment où l'administration a pris sa décision. Donc, vous le voyez de manière générale, on a cette nouvelle architecture extrêmement complexe qui rend les choses encore plus inintelligibles, qui se passe de plus en plus vite. Alors déjà qu'en 30 jours, on trouvait que c'était extrêmement bref le temps de faire un recours. Vous imaginez 15 jours ce que ça peut être. 6 semaines pour le juge, ça veut dire que ça va être de l'abattage très clairement. Et la possibilité en plus de juger en plein contentieux. Alors,
c'est probablement vers ce à quoi on tend. Je le disais, ce n'est pas seulement les décisions de retour qui sont en jeu, c'est aussi les décisions qui assortissent les décisions de retour, et notamment, Clémence en parlera, les décisions d'interdiction de retour qui sont portées à 5 ans. Voilà, ce qui présente tout de même un enjeu extrêmement important à contester, parce que, on le sait d'ailleurs, c'est des décisions qui sont, en l'état actuel du droit, souvent sanctionnées par les magistrats, parce qu'elles sont très souvent totalement disproportionnées. Pour les autres innovations, toujours dans le même mouvement en fait, de limiter le caractère effectif de ce recours et le caractère rapide de l'examen de la situation, on a aussi une disposition nouvelle dans le projet qui, moi, m'a beaucoup interpellé, c'est la possibilité, pour la catégorie dont je vous parlais, des personnes qui ont des OQTF qui doivent être jugées rapidement, et également pour les personnes en rétention, donc pour le contentieux qui va être du contentieux de l'urgence, la possibilité de statuer par visioconférence. Les magistrats administratifs avaient refusé, ils s'étaient mis en grève en refusant effectivement d'aller siéger près des centres de rétention. Là, le projet de loi prévoit la possibilité qu'ils restent au tribunal administratif, mais qu'ils effectuent leur office, leur travail, par un système de visioconférence avec l'étranger qui, lui, sera au centre de rétention. Donc, là encore, l'idée est de déshumaniser totalement le contentieux en limitant, si possible, les garanties qui sont quand même celles de l'accès au juge et de l'oralité, puisque, on le sait à travers une vidéo, c'est quelque chose qui est plus difficile à faire passer, le message de l'oralité. Alors l'étranger pourra s'y opposer. C'est que si l'étranger donne son accord. Et on sait qu'en pratique, ces accords sont bien souvent forcés. Alors, sur le deuxième aspect de ce projet de loi lié au recours, donc diminution du délai de départ volontaire, diminution du délai de recours, accélération du délai contentieux, du recours contentieux, possibilité effectivement de juger de manière dématérialisée, et on a également donc, pour la rétention quelques nouveautés qui sont peut-être, alors là pour le coup c'est un élément positif, mais ça a été fait par le Sénat, le retour du contrôle du JLD à 48 heures. Le retour du contrôle du JLD à 48 heures qui avait été inscrit dans la petite loi de l'Assemblée nationale, mais qui a été modifié par le Sénat, qui revient à un contrôle à 5 jours. Sur ce point, presque tout le monde avait émis des réserves, et que ce soit le défenseur des droits, que ce soit la Commission nationale consultative sur les droits de l'homme, chacun avait appelé de ses voeux le retour au JLD à 48 heures. Je n'ai jamais le rappelé, mais je vous le redis ce soir, 42% des personnes éloignées le sont dans les 5 jours de la rétention. Ça ne veut pas dire que 42% des personnes en rétention sont éloignées, ce n'est pas ça le chiffre. C'est si vous prenez 100 personnes éloignées, 42 le sont dans les 5 premiers jours. Ça veut dire que 42 personnes sont éloignées sans avoir vu un juge des libertés et de la détention. Pour comparaison, il faut savoir qu'en Allemagne, l'équivalent du JLD intervient le premier jour. En Belgique, il intervient au 3e jour. Identique, pareil en Angleterre et aux Pays-Bas. L'intervention est au 3e jour. Le Conseil constitutionnel avait validé l'intervention du juge au 5e jour, sous réserve que ce ne soit pas au plus tard le 7e jour, puisque vous savez que bien souvent, avant la rétention, on a un moment privatif de liberté qui est la garde à vue ou la retenue qui précède la rétention, de sorte que entre l'arrestation de l'étranger et son passage devant le juge peut finalement s'écouler plus de 7 jours. Donc le Conseil avait dit maximum 7 jours. Moi personnellement je ne suis pas certain qu'on reviendra à ce délai de 48 heures. La concession avait été adoptée par le gouvernement. Le Sénat et les députés n'ont pas réussi à se mettre d'accord. La commission mixte paritaire a échoué sur le point.
Donc le projet de loi va retourner à l'Assemblée nationale, sera rediscuté a priori au mois de janvier. Dans le contexte actuel et vu la sémantique et la rhétorique que nous avons notamment entendue au Sénat, il n'est pas certain qu'on revienne à ce délai de 48 heures. On verra ce que les juges, comment les juges réagiront. Le syndicat des magistrats administratifs s'était félicité de ce retour à 48 heures du JLD, parce qu'effectivement, aujourd'hui, notre contentieux actuel de la rétention, il est extrêmement compliqué, il est basé sur cette double juridiction qui est le juge administratif et le juge de la liberté de la détention, et qui font qu'aucun des deux ne veut empiéter sur le pouvoir de l'autre, et évidemment, le juge administratif n'est pas prêt aujourd'hui à analyser les conditions d'interpellation. Donc au final, on a un projet de loi qui est loin d'être abouti. C'est toujours compliqué de le commenter alors qu'il n'est pas voté, tellement il va encore évoluer. Mais je m'inscris totalement dans ce qui vient d'être dit par Patrick sur le caractère sous-entendu en fait, de cette loi et sur son caractère totalement, à mon sens, inintelligible. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces points-là. Il est évident que je repense au rapport que l'IGA, l'inspection générale de l'administration, avait publié en 2014 en disant que sur un contentieux de masse qui est le contentieux de l'éloignement, l'IGA était surprise de constater qu'il y avait un fort taux d'annulation par les magistrats des mesures d'éloignement. Et il concluait qu'il y avait que cela représentait un coût extrêmement important aujourd'hui pour l'État, puisque finalement les magistrats annulaient beaucoup les mesures d'éloignement. Eh bien, la réponse un an et demi plus tard, c'est de dire non pas on va faire en sorte que les mesures d'éloignement soient le plus légales possible, le plus respectueuses des droits des étrangers, mais la solution à ce constat est tout l'inverse. On va, si possible, réduire l'accès aux juges administratifs et aux juges de liberté, aux juges judiciaires, pour justement arriver à ce résultat qui était attendu, à savoir une efficacité redoublée de l'action de l'administration. Voilà. Merci beaucoup Bruno pour ce tableau. Alors, juste pour mettre un petit peu de soleil dans le tableau, un mot de l'outre-mer, puisque les départements de Mayotte, de la Guyane, de la Guadeloupe, notamment, et de la Martinique, de Saint-Martin, Saint-Barthélemy, bon bref, concentrent plus de la moitié des personnes enfermées et expulsées de France chaque année, largement plus de la moitié. Et s'agissant du droit au recours contre les mesures d'éloignement, on a un régime dérogatoire qui fait que, en l'état actuel du droit, quelqu'un qui est visé par une mesure d'éloignement, qui fait un recours, peut être expulsé avant même que le juge ait examiné le recours. Le recours n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Le projet de loi introduit une suspension à minima, c'est-à-dire la possibilité, en cas de référé liberté introduit contre la mesure d'éloignement, enfin liée à la mesure d'éloignement, que l'obligation pour le juge de suspendre le temps qu'il examine ce référé éventuellement et qu'il tienne une audience éventuellement, puisqu'il n'est pas obligé de tenir une audience pour prendre sa décision. Mesure qui en fait sera très très ineffective parce que les expulsions sont tellement rapides, moins d'un jour en moyenne par exemple à Mayotte, que les personnes seront dans la possibilité la plupart du temps d'exercer un recours, un quelconque recours, et encore moins un référé qui est un recours techniquement plus complexe à mettre en œuvre. Donc on est vraiment sur un droit des étrangers outre-mer et ce droit fondamental au recours contre une mesure d'expulsion qui reste très très notoirement insuffisant et qui ne répond pas d'ailleurs aux impératifs de la Cour européenne des droits de l'homme qui a condamné la France pour ce manquement au droit à un recours effectif à travers un fameux arrêt de Sousa Ribeiro. Ça me permet de donner la parole à Patrick sur la question des mineurs, parce que tu pourras en dire un mot, mais justement, l'outre-mer et Mayotte en particulier étaient aux premières loges sur la question de violation des droits des mineurs enfermés et expulsés. Je te laisse la parole.
Mais en réalité, je suis assez tenté de te renvoyer la balle sur l'outre-mer parce que je maîtrise moins bien cet aspect de la question. Je vais donc parler du traitement de l'enfermement des mineurs en général dans le projet de loi, puis tu pourras peut-être faire ensuite l'élément d'actualisation ou en tout cas d'illustration sur l'outre-mer. Oui, puisque donc le prisme au travers duquel on examine le projet de loi ce soir, c'est le prisme de l'enfermement, puisqu'on est l'observatoire de l'enfermement. Et donc il est assez naturel qu'on s'interroge sur ce que dit ou ne dit pas, et on va voir qu'il n'en dit pas grand-chose, le projet de loi sur l'enfermement des mineurs. Pourquoi? Parce que c'est une question lancinante, c'est pas une question qui se pose aujourd'hui seulement, et qui se pose sous deux aspects différents d'ailleurs, puisque l'enfermement des enfants peut être réalisé, si je peux dire, peut advenir soit dans le cadre d'un placement en rétention, hein, c'est-à-dire dans le cadre d'une procédure d'éloignement, soit en zone d'attente, c'est-à-dire lorsque les mineurs arrivent sur le territoire national et qu'ils sont bloqués à la frontière et placés en zone d'attente. Donc c'est sous ces deux aspects que je vais essayer de brosser un bref tableau de la situation. Alors d'abord, s'agissant de la rétention, là, ce qu'il faut voir, c'est que on est dans une situation assez folle, si je peux dire, puisque, vous le savez peut-être, les enfants ne sont pas susceptibles de faire l'objet de mesures d'éloignement. Par définition, la question de la régularité du séjour des enfants ne se pose pas. Et par conséquent, il n'y a pas matière pour l'administration à prendre des mesures d'éloignement à l'égard de mineurs. Mais en revanche, il est clair que l'administration prend des mesures d'éloignement à l'égard d'adultes qui ont avec eux des enfants. Et qu'on considère eh bien, que les enfants accompagnent leurs parents dans les centres de rétention. C'est aussi bête que ça. Alors, c'est bête, mais ça ne va pas de soi quand même, puisqu'il y a un certain nombre d'instruments internationaux qui sont censés assurer la protection des enfants contre ce type de situation, c'est-à-dire des situations extrêmement traumatisantes, telles que l'enfermement. Et nous avons notamment évidemment la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, dont une disposition générale très connue et considérée comme directement applicable en France par le Conseil d'État, veut que l'intérêt supérieur de l'enfant soit toujours une considération primordiale dans les décisions prises par les autorités administratives ou judiciaires d'un État partie à la Convention. Donc, intérêt supérieur de l'enfant, alors, la Convention ne traduit pas ça comme une interdiction générale et absolue de l'enfermement, puisqu'il y a un article 37 bis qui vise plus spécifiquement la question de l'enfermement, mais qui en fait une mesure tout à fait exceptionnelle. L'article 37b de la Convention dit que les États parties doivent veiller à ce que nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire, et que l'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit n'être qu'une mesure de dernier ressort et être d'une durée aussi brève que possible. Donc, voilà quand même déjà une première convention qui cadre les choses. Et puis il y a aussi évidemment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui par ses dispositions générales sur le droit à la vie privée familiale, sur l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants, etc., trouve évidemment aussi à s'appliquer en matière de rétention des mineurs. Et il trouve d'autant plus à s'appliquer que la France en a fait les frais, si je peux dire, puisque vous avez peut-être en tête l'arrêt Popov du 19 janvier 2012, par lequel la France a été condamnée pour avoir maintenu en rétention une famille venue du Kazakhstan avec 3 enfants pendant 15 jours, avant que finalement elle n'ait été reconnue bénéficiaire du droit d'asile. Cet arrêt Popov, qui est très long, très circonstancié, je ne vais pas évidemment le lire, le détailler, mais ce qui est intéressant, c'est que la Cour condamne la France au titre de 3 dispositions distinctes de la Convention. D'abord sur l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants. La Cour considère que les autorités n'ont pas pris la mesure des conséquences inévitablement dommageables pour les enfants d'un enfermement en centre de rétention.
dont les conditions ont dépassé le seuil de gravité exigé par l'article 3. Et donc il y a déjà eu violation de l'article 3 de la Convention, dit la Cour, au titre des traitements inhumains ou dégradants. Il y a eu aussi violation des dispositions des articles 5, paragraphes 1 et 4, qui concernent le droit à la liberté et à la sûreté, puisque la Cour considère que, bien que les enfants aient été placés dans une aide destinée aux familles avec leurs parents, leur situation particulière n'a pas été prise en compte par les autorités, qui n'ont pas non plus recherché si une solution alternative à la rétention administrative était envisageable. On retrouve notre sujet de tout à l'heure. On constate que la France, alors même qu'elle reconnaît être soumise aux dispositions de la directive auto, évidemment, ne les applique pas, puisqu'elle utilise la rétention sans même se demander si l'assignation à résidence aurait été possible. Et puis il y a enfin violation de l'article 8, qui est le droit à la vie privée et familiale. Et là, la Cour développe assez longuement, évidemment, et elle relève d'ailleurs qu'un certain nombre d'autorités nationales, comme le Haut Commissariat pour les réfugiés international, la Commission nationale de déontologie de la sécurité, la Défenseure des enfants, etc., se sont tous prononcés en faveur de mesures alternatives à la rétention, et elle constate que les requérants ne présentaient pas de risque de fuite particulier et que leur détention n'était pas justifiée par un besoin social impérieux, etc. Voilà, donc vous voyez que la France a quand même senti le vent du boulet très nettement, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs l'Observatoire de l'enfermement des étrangers, à l'époque, en lien avec RESF, avait lancé une importante pétition dans la foulée de l'arrêt Popov pour demander qu'il soit définitivement mis fin à la rétention des mineurs. Nous avions été relativement entendus, en tout cas par le candidat Hollande, puisqu'il avait fait savoir qu'effectivement, il lui paraissait opportun d'envisager que la rétention des enfants soit mis fin. Ça n'a pas été le cas, comme chacun le sait, il n'y a pas de disposition générale dans la loi actuellement, et j'ajoute ni dans le projet de loi, on va y venir dans un instant, qui interdisent de manière générale et absolue la rétention des mineurs. Il y a eu une circulaire du Premier ministre qui a tenté de tirer les conséquences de l'arrêt Popov et qui a effectivement enjoint au préfet de privilégier l'assignation à résidence chaque fois que des enfants mineurs accompagnaient leurs parents dans le cadre d'une procédure d'éloignement, et qui semblait ne réserver la rétention qu'en cas de toute dernière extrémité, c'est-à-dire lorsque, en cas de non-respect des conditions de l'assignation à résidence, en cas de fuite d'un ou plusieurs membres de la famille ou en cas de refus d'hébergement. Là, il était admis que si les personnes étaient à nouveau réinterpellées une deuxième fois, on pourrait passer directement à la case rétention sans passer par la case assignation à résidence. Malheureusement, c'était prévisible, cette circulaire n'a reçu qu'une application très relative et très temporaire, et depuis cette circulaire, les placements en rétention de familles avec enfants ont recommencé à se multiplier, et David me disait tout à l'heure qu'on en était, pour l'année 2015, à 44 familles placées en rétention depuis le mois de janvier, et j'avais relevé pour ma part que dans le seul centre de rétention administrative de Metz, on était déjà à 16 familles représentant 36 enfants placés en rétention depuis janvier. Et les 44 familles placées en rétention depuis janvier 2015, me disait David, représentent le double de l'ensemble des placements en rétention de 2014. C'est-à-dire que ça reprend de plus belle et que les préfets ont largement oublié et l'arrêt Popov et la circulaire Valls. Alors on pouvait se demander dans ces conditions ce que ferait le gouvernement dans le cadre du projet de loi. Peut-être était-ce l'occasion de réaliser enfin la promesse du candidat Hollande. Et il n'en est rien, car le projet de loi tel qu'il a été déposé par le gouvernement sur le bureau de l'Assemblée nationale ne prévoyait strictement rien, aucune disposition spécifique à la rétention des mineurs. L'Assemblée nationale s'est dit qu'il fallait quand même faire quelque chose, mais vous allez voir que ce quelque chose se révèle être assez particulier. Car l'Assemblée nationale, par amendement, a ajouté des dispositions que je dois vous lire, elles ne sont pas trop longues, mais il faut les avoir en tête, parce qu'il faut bien comprendre de quoi il s'agit. Le texte dit, c'est l'article 19 du projet de loi qui modifie l'article L551-1, celui dont j'ai parlé tout à l'heure, qui fixe les cas dans lesquels on peut placer une personne en rétention.
Et vous avez donc un complément qui vient dire le premier alinéa du présent article n'est pas applicable à l'étranger accompagné d'un mineur. Ouf. Sauf deux points. Premièrement, s'il n'a pas respecté l'une des prescriptions d'une précédente mesure d'assignation à résidence. Deuxièmement, si à l'occasion de la mise en œuvre de la mesure d'éloignement, il a pris la fuite ou opposé un refus. Ce premièrement et ce deuxièmement, c'est en gros ce qu'il y avait dans la circulaire Valls. Les cas extrêmes, entre guillemets, dans lesquels le placement en rétention était possible. Mais il y a un troisièmement. Et ce troisièmement, il dit, si, en considération de l'intérêt du mineur, le placement en rétention de l'étranger dans les 48 heures précédant le départ programmé préserve l'intéressé et le mineur qui l'accompagne des contraintes liées aux nécessités de transfert. On nous explique donc qu'il peut être dans l'intérêt du mineur, finalement, de se retrouver en rétention parce que ça va lui éviter des allées et venues d'un transfert entre le lieu où il était assigné à résidence et l'aéroport. Voilà, au fond, avec le cynisme avec lequel, finalement, l'arme se retourne, et c'est finalement l'intérêt du mineur qui justifie sa rétention. On nous ajoute que dans les cas énumérés au premièrement et au troisièmement, c'est-à-dire les trois cas que je viens de rappeler, le placement en rétention est limité à la durée la plus brève possible, eu égard au temps strictement nécessaire à l'organisation du départ. Ça paraît vertueux, ça aussi, mais en réalité, c'est exactement ce que dit la directive. Donc, l'attention particulière qui est censée être portée aux mineurs n'est ici que du vent, puisque c'est simplement, de toute façon, la rétention ne doit être utilisée, d'une manière générale, que dans le temps strictement nécessaire à l'organisation de l'éloignement de l'étranger. Et puis alors, on a une dernière disposition qui est le comble, je crois, du cynisme, puisqu'il est ajouté « L'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale pour l'application du présent article. » En réalité, ce présent article, qu'est-ce qu'il fait? Il donne, une fois de plus, au préfet, au fond, la possibilité d'assurer des rétentions de pur confort pour l'administration, c'est-à-dire que c'est censé être fait pour le confort des mineurs, mais c'est surtout une disposition qui permet à l'administration de passer par la case rétention dans les derniers jours qui précèdent l'éloignement effectif pour que tout ça se passe dans les meilleures conditions du point de vue de l'administration possible, c'est-à-dire avec l'assurance ou la certitude, évidemment, que les personnes seront effectivement éloignées. Au fond, ce que fait le projet de loi tel qu'il est modifié par l'Assemblée nationale, il légalise purement et simplement la rétention des mineurs. C'est donc, alors même qu'on était censé la supprimer, elle rentre par la fenêtre, et elle la légalise dans des conditions qui offrent à l'administration, évidemment, une latitude absolue et générale d'utiliser la rétention. Le défenseur des droits ne s'est pas trompé, puisqu'il analyse de cette façon la disposition introduite par l'Assemblée nationale. Il dit ce cas de dérogation qui vient probablement légaliser une pratique administrative déjà existante, entre parenthèses, placement éclair dans un hôtel avant le départ, ce que le défenseur des droits a pu constater à travers les réclamations dont il a saisi, comporte le risque d'un recours systématique au placement en rétention. Ajoutons que faire préciser dans la loi que ces placements ont lieu si l'intérêt de l'enfant le commande est pour le moins paradoxal, tant l'intérêt supérieur de l'enfant est foulé en cas de privation de liberté au sein de ces centres de rétention. Donc il n'y a pas que l'OE qui le dise, le défenseur des droits le dit aussi. Voilà une disposition du projet de loi qui, une fois de plus, se présente sous les atours d'une disposition prise dans l'intérêt de l'enfant, mais qui est en réalité une disposition prise dans l'intérêt de l'administration et des perspectives d'éloignement qui sont ainsi offertes au préfet. Alors, il reste la situation des mineurs en zone d'attente. Alors là, c'est un peu différent. La difficulté, en l'occurrence, elle concerne surtout les mineurs isolés, c'est-à-dire les mineurs qui arrivent à la frontière sans être accompagnés d'adultes et qui sont placés en zone d'attente par l'administration, par la commission frontière, dans l'attente d'éclaircir leur situation, de vérifier un certain nombre de choses et de voir si elles vont être admis, ces mineurs vont être admis ou pas sur le territoire national. Ces placements en zone d'attente d'enfants mineurs isolés, c'est-à-dire qui ne sont même pas accompagnés par les parents, sont évidemment des situations absolument insupportables du point de vue
de l'intérêt même évident de ces enfants. Et pour autant, ni ce gouvernement ni les précédents n'ont jamais envisagé de prendre des mesures restrictives à l'égard du placement en zone d'attente des mineurs. Ce contre quoi la CNCDH s'est encore émue dans l'avis qu'elle a rendu au sujet de ce projet de loi, demandant expressément que le gouvernement prenne des dispositions particulières pour empêcher que les mineurs restent, que les mineurs isolés restent en zone d'attente. Et c'est ce que dit aussi le défenseur des droits dans ses recommandations. Il dit ceci: le texte n'ayant pas été amendé sur ce point, au regard des nombreuses difficultés qui perdurent en zone d'attente concernant ces enfants, le défenseur des droits réitère ses recommandations tendant à la fin des privations de liberté en zone d'attente pour tous les mineurs isolés, quelle que soit leur nationalité, ainsi que leur admission sur le territoire en vue d'un placement aux fins d'éclaircir leur situation individuelle. Car il est bien clair qu'évidemment, la place de ces enfants, c'est avant tout d'être accueillis dans un centre spécialisé pour l'accueil des enfants isolés, au moins le temps nécessaire à l'examen de leur situation. Prétendre qu'ils doivent rester en zone d'attente le temps nécessaire à l'examen de leur situation est évidemment une option qui est absolument insupportable au regard des principes que j'ai rappelés tout à l'heure. Le gouvernement, visiblement, n'a pas l'intention de bouger et le Parlement non plus. Bon, du coup, il me revient, vu ma transition loupée, de revenir sur l'outre-mer. Mais très rapidement, simplement pour dire que s'agissant de la rétention des enfants, on a un énorme problème à Mayotte, en particulier, puisque pour donner un peu un ordre de grandeur, si ces 5 dernières années en métropole ont été enfermés en rétention 100 à 350 enfants, bon an, mal an, à Mayotte, il s'agit de plus de 5000 enfants en 2014 ou 3500 enfants en 2013, pour donner un ordre de grandeur. Mayotte, le département de Mayotte est complètement exclu du dispositif que Patrick Henriot vient de décrire. Pas de droit à un recours effectif, je l'ai dit tout à l'heure, aucune protection spécifique en ce qui concerne ces mineurs qui sont enfermés très massivement en rétention et expulsés en général en moins d'un jour, sans pratiquement jamais n'avoir pu effectuer un recours, sauf quelques cas marginaux. Qui plus est, dans un centre de rétention qui pendant des années était encore pire que ceux qu'on peut connaître en métropole. Aujourd'hui, il y a un centre de rétention neuf, mais les conditions sont les mêmes pour les mineurs en termes de défense et d'accès aux droits. Et certains sont enfermés par ailleurs parce que le centre de rétention est souvent plein dans des locaux de rétention administrative, ce que la loi interdit pourtant formellement, mais que l'administration sur place et le ministère de l'Intérieur assument parfaitement, et publiquement d'ailleurs. Et puis un dernier élément dans les atteintes aux droits de ces enfants enfermés, expulsés sans aucun droit à un quelconque retour, c'est la pratique très récurrente et tout aussi illégale qui consiste à les rattacher à des adultes choisis au hasard, puisqu'on n'a pas le droit, l'administration n'a pas le droit d'expulser ces enfants s'ils ne sont pas accompagnés d'un de leurs parents. Quand ils sont interpellés sans un de leurs parents, eh bien l'administration préfectorale n'hésite pas à faire comme si une personne qui a été interpellée en même temps était le papa ou la maman, ou l'accompagnant ayant une autorité indéterminée, et donc à expulser de cette manière ces mineurs encore plus illégalement. Voilà la situation à Mayotte. Le projet de loi ne change absolument pas du tout la donne en ce qui concerne Mayotte, au prétexte que la pression migratoire serait telle qu'elle justifierait des atteintes aux droits aussi fondamentaux que l'intérêt supérieur de ces enfants, le droit à un recours effectif, notamment. Voilà. Et bien que la France ait été condamnée justement par la Cour européenne des droits de l'homme, dans l'arrêt des Sousa Ribeiro que j'ai cité tout à l'heure, pour une situation qui s'est produite en Guyane et où la Cour a estimé que malgré la pression migratoire particulière ou le contexte, les circonstances particulières de la Guyane, on ne pouvait pas quand même, l'administration ne pouvait pas se passer de faire respecter les droits les plus fondamentaux, comme les risques de traitement inhumain et dégradant, le respect du droit à une vie privée et familiale, etc. Donc à Mayotte, on est vraiment dans cette exception, et une exception qui conduit d'ailleurs aussi à séparer les familles, hein, puisqu'on a parfois des mineurs qui sont expulsés de Mayotte de la façon que je décris rapidement,
alors même que leurs parents se trouvent à Mayotte en situation tout à fait régulière. On a eu plus d'une situation sur lesquelles on a pu tenter des démarches, parfois et dans bien des cas sans succès, sans compter les cas où on n'a pas pu du tout faire de démarche. Voilà la situation en ce qui concerne les mineurs. Et pour finir, sur un sujet tout aussi sympathique, donc Clémence Richard de la CIMAD, qui va nous parler de la systématisation du bannissement dans le projet de loi dont nous causons. Pas évident de terminer parce que je pense qu'on a envie que l'accumulation s'arrête. On est un peu dans quelque chose d'agonisant en disant que ça suffit. Mais non, moi je vais vous parler malheureusement, peut-être pour terminer le tableau, d'un versant particulièrement sombre de ce projet de loi, puisqu'il s'agit de l'extension et de la création de véritables mesures de bannissement à l'encontre des personnes étrangères qui ont pour conséquence, comme on va le voir, de porter des atteintes particulièrement graves aux droits fondamentaux des personnes. Ces mesures de bannissement, concrètement, ce sont des interdictions de retour du territoire français. Elles ont été introduites par la loi Besson du 16 juin 2011. Pour rappel, ce sont des mesures administratives qui sont prises par le préfet du simple fait de l'irrégularité de séjour des personnes. Donc elles viennent en fait s'ajouter au dispositif qu'on connaît malheureusement depuis longtemps, que sont les interdictions du territoire français, qui sont cette fois-ci délivrées par un juge suite à des condamnations pénales et qu'on dénonce depuis bien longtemps dans nos différentes associations comme des mesures de double peine. Les conséquences en fait de ces mesures d'interdiction du territoire français, qu'elles soient judiciaires ou qu'elles soient administratives comme elles sont prévues dans le projet de loi, ont des conséquences identiques puisqu'elles interdisent à la personne de continuer à vivre en France ou en Europe, puisqu'elles se traduisent également par une inscription au système d'information Schengen qui font qu'elles n'ont pas le droit de revenir ou de vivre dans un pays européen pendant toute leur durée. Et a fortiori, elles ont un impact extrêmement néfaste sur le droit au séjour des personnes, puisque pendant toute la durée d'interdiction du territoire français, les personnes ne vont pas pouvoir voir examiner, déposer une demande de régularisation, l'interdiction du territoire français, son retour, faisant obstacle à toute délivrance d'un